oppose des hommes, les explications du docteur Henri-Pierre Klotz. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pape en Allemagne en ce moment même, et pour terminer sa première journée, rencontre le chancelier Helmut Schmidt au château d'Augustusburg sur le Rhin. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Le pape était arrivé ce matin à l'aéroport de Bonne-Cologne pour une visite de 5 jours. Il a été accueilli par le président de la République, M. Carstens, et par le cardinal Höfner, président de la conférence épiscopale allemande. Il pleuvait violemment. Le pape a dit qu'il rendait visite à la chère nation allemande tout entière, incluant ainsi, semble-t-il, les Allemands de l'Est dans sa phrase. Mais il a souligné que son séjour était uniquement pastoral et religieux. Certains journaux estiment que ce voyage à l'étranger n'est comparable à aucun des précédents, car voici le pape au pays de la Réforme, le pays de Luther, et qui fut il y a quelques siècles le théâtre d'une guerre de religion féroce. De Bonn, l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Claude Darigo, dans un instant. La pluie et le froid n'ont pas vraiment découragé les Allemands durant cette première journée dans leur pays du pape Jean-Paul II. Contrairement aux prévisions, ils ont été nombreux tant sur le parcours que durant les différentes manifestations religieuses. Suivant ses habitudes, le pape n'a pas attendu pour aborder très vite les grandes questions qui lui tiennent à cœur. En fin de matinée, près de la cathédrale de Cologne, Jean-Paul II a condamné l'avortement généralisé et le laxisme des mœurs, et ceci en des formules qui feront école. On ne vit pas à l'essai, a-t-il dit, on ne meurt pas à l'essai. On ne peut donc pas aimer à l'essai. Quand on sait que la société allemande est l'une des plus permissives d'Europe occidentale, on se doute bien que de tels propos ne manqueront pas d'être commentés en détail. Autre point important, plus politique celui-là, le pape se serait prononcé en faveur de la réunification des deux Allemagnes. Par 2 fois, le président de la République fédérale avait évoqué l'Allemagne éclatée. Le pape, sur le tombeau de Saint-Albert-le-Grand, a prié, c'est sa formule, pour l'unité de tous les Allemands. Unité religieuse, unité politique, la porte reste ouverte aux suppositions, aux exégèses. Reste le grand moment de cette soirée, la rencontre avec le gouvernement allemand et plus précisément avec le chancelier Schmidt. En ce moment, Jean-Paul II est avec le chancelier. On sait que le chancelier fédéral a eu des accrochages sérieux avec les évêques allemands lors des dernières élections qui l'ont amené de nouveau au pouvoir. Les fidèles d'Allemagne sont partagés moitié-moitié, si je puis dire, en catholiques et protestants, avec cependant un peu plus de protestants. On attend donc là-bas, avec un intérêt particulier, ce que dira le pape sur l'écuménisme. Or, l'un des invités d'Antenne de Midi, le pasteur Maury, président de la Fédération protestante de France, estime que les voyages de Jean-Paul II n'ont pas pour résultat de faciliter le dialogue entre catholiques et ceux qui appartiennent à la religion réformée. Le pape est un chrétien qui a vraiment l'évangile inscrit au fond du cœur. Mais en même temps, disons très vite, sur 3 points, il me semble créer des difficultés. Premièrement, parce qu'il contribue à remettre au premier plan le fait papal, si je puis dire, qui est, pour nous, protestants, certainement un problème. Deuxièmement, parce que, sans doute, sans que Jean-Paul II le cherche, et peut-être même à son corps défendant, il donne de l'Église l'image d'une puissance. Et que cela aussi nous fait problème. Et troisièmement, et nous venons de l'entendre à propos de l'Allemagne précisément, il arrive, ça ne s'est pas passé en France, mais il arrive que ces voyages créent un problème ou contribuent à accentuer ou à revivifier des problèmes œcuméniques. France, M. Georges Marchais tenait en ce samedi une réunion au Bourget, près de Paris. Le secrétaire général du Parti communiste français a critiqué les récents propos du chef de l'État concernant la politique qu'il entendait mener à l'égard des femmes. Ensuite, Georges Marchais s'en est pris à François Mitterrand, précisant l'adversaire privilégié de François Mitterrand, c'est le Parti communiste. Et quand on lui pose la question, que feriez-vous si le Parti communiste passait devant le Parti socialiste lors de l'élection présidentielle? François Mitterrand répond en substance: je considérerais cela comme un échec personnel et j'abandonnerai mes responsabilités. Ainsi, le sens de la candidature de François Mitterrand est bien clair. Il ne s'engage pas dans cette campagne pour battre Giscard d'Estaing, pour mener son parti à la victoire électorale.
pour créer les conditions du rassemblement populaire majoritaire pour le changement. S'il a décidé d'être candidat, c'est pour tenter une nouvelle fois d'affaiblir notre parti et de mettre ainsi le Parti socialiste en position d'apporter son concours à la politique du capital. La 13e Convention nationale des clubs Perspectives et Réalités s'est ouverte ce matin à Bordeaux sur le thème « Quelle valeur pour demain ?» 400 représentants de cette composante de l'UDF et plusieurs ministres ont proposé des thèmes de réflexion et d'action pour la société de demain, un compte rendu par Daniel Brême. Profitant de la période qui précède la campagne présidentielle, Jean-Pierre Fourcade et ses clubs préparent une sorte de vaste panier d'idées pour le candidat de leur cœur qui ne saurait être que le président Valéry Giscard d'Estaing. Ils ne cachent nullement qu'ils préparent les maquettes de l'après-barisme et ils ont donc, pour ce faire, mobilisé le maximum de têtes chercheuses. Première préoccupation, convaincre les Français qu'il faut en priorité assurer la survie de la France avant le bien-être de ses habitants, ce qui ne dispense nullement de répondre aux aspirations profondes des citoyens et donc de leur proposer un idéal et une vision d'avenir. Autour du ministre de l'Éducation nationale, les penseurs spécialisés ont par exemple souhaité la révision des systèmes d'éducation et de formation, car dans la société de demain, c'est la compétence sans cesse mise à jour qui assurera l'épanouissement. Autour de messieurs Aigrin Recherche, Mattéoli Travail ou Bernard Stasi CDS, de nombreux orateurs ont souhaité dans leur commission la transformation des rapports humains dans l'entreprise et une adaptation à la marée montante des ordinateurs. Bref, on a tenté de définir une société nouvelle sur tous les plans, qu'il s'agisse de la famille et même de la politique. Jacques Chaban-Delmas, qui présidait la table ronde finale, n'a pas manqué d'apporter sa pierre de gaulliste à cet édifice du futur. En Chine, c'est après-demain lundi que va commencer le procès de la bande des quatre, c'est-à-dire Chiang Ching, la veuve de Mao Tse-tung, et les anciens meneurs de ce qu'on appela la révolution culturelle. Ils auront à répondre de 48 chefs d'accusation. À Moscou, la Pravda accuse les dirigeants chinois actuels d'être restés, je cite, fidèles à la nature inhumaine du maoïsme en misant sur une troisième guerre mondiale. En Pologne, après les entretiens hier soir entre M. Kania, premier secrétaire du Parti communiste, et M. Lech Wałęsa, celui-ci estime que l'on va arriver à des solutions constructives. Pendant ce temps-là, le quotidien polonais Zwicie Warszawy, l'un des plus grands journaux du pays, dresse un réquisitoire sévère contre l'application dans ses formes actuelles du rôle dirigeant du Parti communiste polonais. Et un sondage présenté par l'hebdomadaire Kultura, la culture, montre que 89% des gens consultés estiment que la grève de cet été était justifiée. Bref, les choses bougent et pourraient continuer à bouger. Coup d'État en Guinée-Bissau, en Afrique noire, ancienne possession portugaise, parvenue à l'indépendance en 1973. Le président en exercice, Almeida Cabral, a été renversé par celui qui était jusqu'ici son Premier ministre, M. Vieira. En fait, le président Cabral avait fait adopter lundi dernier, il y a quelques jours, une nouvelle constitution qui accroissait considérablement ses pouvoirs comme chef de l'exécutif, et c'est la raison du coup d'État au cours duquel il a été arrêté. La République de Guinée, c'est-à-dire Conakry, ex-Guinée française si vous voulez, a reconnu dès cet après-midi le nouveau conseil de la révolution de la Guinée-Bissau. À Madrid, et après de très longues discussions, certains diront même palabres, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe va enfin pouvoir s'ouvrir. Y participent 35 pays, c'est-à-dire tous les pays d'Europe moins l'Albanie, et en plus les États-Unis et le Canada. De Madrid, notre envoyé spécial, Jean-Michel Mercurol. À l'ouest comme à l'est, c'est la satisfaction générale parmi les délégués depuis l'annonce hier soir du compromis sur l'ordre du jour de la conférence de Madrid. Après 10 semaines de négociations laborieuses et la mise en panne de tout le processus entamé à Helsinki, tout indiquait encore hier que la conférence avait toutes les chances de capoter, surtout après la volée de reproches que s'étaient adressés mutuellement Bloc Atlantique et Pacte de Varsovie. Mais devant la menace de 7 pays neutres de se retirer, l'essentiel du désaccord Est-Ouest a pu être levé en quelques heures. Les Occidentaux ont pu obtenir non seulement que soit examiné largement le bilan d'application des accords d'Helsinki, notamment en matière des droits de l'homme, mais le principe d'une nouvelle conférence qui prendra la suite de celle de Madrid est d'ores et déjà acquis,
l'assurance en quelque sorte que seront poursuivies les discussions dans l'esprit d'Helsinki, quelle que soit l'issue de la conférence de Madrid. En insistant sur le bilan des accords, les Occidentaux veulent ménager la place à des progrès possibles et ne pas faire d'Helsinki un acte figé qu'on ne pourrait plus améliorer. Une marge de manœuvre, en quelque sorte, face à l'Union soviétique et sa politique à l'Est. Moscou, qui voulait faire entrer Helsinki dans une étape nouvelle, le désarmement européen, obtient seulement de discuter du problème dans le cadre des propositions nouvelles. Mais les États-Unis ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'examineront pas les propositions russes avant que les troupes soviétiques soient sorties d'Afghanistan. En débloquant la conférence de Madrid, les deux camps manifestent qu'une discussion reste possible. Mais il faudra maintenant de nombreux mois avant de savoir s'il y aura dialogue véritable ou seulement double monologue. Les évêques orthodoxes de France ont lancé aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de la conférence de Madrid, un appel en faveur des chrétiens de l'URSS, victimes, disent-ils, d'une répression destinée à détruire un incontestable renouveau spirituel. Iran et Irak, après quelques jours d'accalmie, les opérations militaires se sont à nouveau intensifiées aujourd'hui. Les Irakiens mènent de fortes attaques au nord d'Ashwar, au prix de très lourdes pertes, dit Téhéran. L'ancien Premier ministre suédois, M. Olof Palme, désigné par le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, quitte demain New York et se rend en Iran et en Irak pour y enquêter sur les possibilités de faire la paix. Quant aux otages américains, Washington a une fois encore mis en garde l'Iran. Si vous les jugez, cela aura des conséquences graves. En France, dès lundi, hausse de 9% sur le fioul lourd, dont les prix sont libres et qui est essentiellement utilisé par l'industrie. Ce sera la 4e augmentation depuis le début du conflit armé entre l'Irak et l'Iran, une augmentation qui en 2 mois a atteint 30%. En fait, c'est la conséquence de la tension sur les marchés libres du pétrole, notamment Rotterdam, mais il est encore trop tôt, semble-t-il, pour en tirer des conclusions sur un éventuel 3e choc pétrolier. L'Assemblée nationale examinait aujourd'hui le budget des transports, c'est-à-dire les transports terrestres, maritimes, fluviaux, aériens. Le projet de budget est en augmentation de 10,75% sur l'an passé, donc un budget en baisse si l'on parle en francs constants, d'où de vives critiques au ministre M. Eiffel. Les députés soulignant par exemple la régression des crédits pour la SNCF et pour la batellerie. Pour ce qui est des routes, certains ont dit que ce budget était étriqué et ambigu. On a aussi évoqué les difficultés de la construction navale et des pêches maritimes avec à ce propos en toile de fond le conflit actuel entre marins et officiers de la marine marchande et les armateurs. Il y a grève depuis 5 jours pour obtenir une revalorisation des retraites des navigants et voilà qui perturbe le calendrier de rotation des navires de commerce. Voyons maintenant les choses de plus près avec Alain Douessy. Nous allons maintenant procéder au vote. Depuis le début de la semaine, lorsqu'ils arrivent dans un port français, marins et officiers de la marine marchande votent pour ou contre la grève. S'apercevraient-ils soudain que leurs retraites sont trop peu élevées? Non, il y a longtemps déjà qu'ils le savaient et s'en plaignaient. Mais il y a du nouveau. Fin 77, un conseiller d'État, M. Dufour, est chargé de rédiger un rapport. Aujourd'hui, ce rapport est paru et il donne raison aux marins. Il y est établi que les pensions sont calculées à partir d'un salaire de base dit forfaitaire de 40% inférieur au salaire réel qui, lui, comprend primes et heures supplémentaires. Ce salaire de base étant moins élevé, les cotisations, donc les retraites, sont d'autant plus faibles. Le rapport Dufour propose un plan de 5 ans pour rattraper ce décalage. Par la grève, les navigants veulent faire appliquer puis activer la réalisation de ce plan qui, à leurs yeux, a force de loi. Les marins font grève simplement pour demander l'application stricte de la loi. Rien de plus, on ne demande pas d'augmentation, on demande, nous, l'application de la loi. Donc ce n'est pas une augmentation de salaire qui est réclamée. Au contraire, puisqu'il s'agit d'une augmentation de leur charge sociale afin d'obtenir plus tard des prestations plus conséquentes de leur régime de retraite. Mais, problème, les armateurs, donc les employeurs, verront eux aussi leur charge sociale augmenter. La cotisation au régime des marins étant partagée ainsi, 1 tiers pour les employés, 2 tiers pour les employeurs. On ne peut envisager d'accroître les charges sans mettre en cause des emplois, et mettant en cause des emplois sans mettre en cause l'avenir même du régime. Le retard à l'appareillage de 48 heures, pour vous, ça pose beaucoup de problèmes? Oui, c'est très grave. C'est très grave, parce que de la même façon qu'un accroissement de charges, cela désorganise les trafics,
Cela peut conduire à arrêter certaines rotations de navires car des rotations courtes sont mises en cause. Cela perturbe l'exploitation, crée des pertes de recettes, des pertes de compétitivité, des pertes de crédibilité du côté des clients. D'un côté, les marins résolus, de l'autre, les armateurs catégoriques. Entre eux, les pouvoirs publics. Ce soir, le ministre des Transports a tranché en proposant une revalorisation des salaires forfaitaires de 4% des 5 plus basses catégories. Ce sont 40% qui étaient réclamés par les 20 catégories de personnel navigant. Manifestation de motards dans de nombreuses villes françaises aujourd'hui pour protester contre le fait qu'à partir de décembre et pour la première fois, les motocyclistes vont avoir à payer une vignette s'ils utilisent une machine d'une cylindrée de 750 cm3 ou au-delà. L'un des thèmes de la protestation, c'est qu'à cylindrée égale, un motocycliste paye plus cher sa vignette qu'un automobiliste. À Paris, les motards s'étaient assemblés place de la Concorde, d'où ils ont démarré au début de l'après-midi, ce qui n'a pas été sans provoquer des embouteillages encore aggravés par le fait qu'il pleuvait. En fait de vignette, voici la seule que les manifestants veulent bien acquitter. Son prix, 5 francs, alors que l'officiel va de 280 à 800 francs, suivant les cylindrées à partir de 750 cm3. Hier soir déjà, à la place de la Bastille, lieu de rencontre habituel du vendredi soir des motards, servait de plateforme pour les derniers préparatifs de la manifestation. C'est un racket dans la mesure où, pour les 10 millions de nouveaux francs qu'elle pourrait rapporter, une légère surtaxation des tabacs et des alcools ne ruinerait personne, et surtout pas l'État qui en a le monopole, alors que la vignette est une mesure anti-jeune, et c'est M. Raymond Barre lui-même qui le disait en octobre 78 dans la discussion du budget 79. Si nous boycottons la vignette cette année pour les autres années, il faut savoir quand même que les moteurs sont déjà lourdement taxés. À savoir qu'ils payent des assurances entre 5 000 à 7 000 francs, qu'elles sont prévues de 8 000 à 1 million d'anciens francs l'année prochaine, que nous avons une superbe taxe de richesse de 33%, et que donc pour ces conditions-là, nous ne voulons pas payer la vignette. Je vous dirais que les procès, nous ne les craignons pas, car nous avons vraiment la sensation d'avoir avec nous la justice et le bon droit. Nous ne pouvons pas payer cet impôt parce que nous n'avons pas les moyens. Et la majorité des jeunes qui gagnent entre 2 000 et 3 000 francs dans la moto, se faire taxer de riches, eh bien vraiment ça ne peut pas passer. Beaucoup de jeunes avaient acheté une moto pour ne pas être comme les autres. Mais à partir du 1er décembre, ils seront tenus, bon gré mal gré, de rentrer dans le rang et de payer la taxe comme les autres. Tout s'est déroulé aujourd'hui sans incident important, mais à Paris quand même, quelques motards ont en signe de protestation contre la vignette soudé les portes de 4 recettes principales d'impôts. Funérailles nationales, aujourd'hui en Gironde de Michel Paris, le radioélectricien de 26 ans, tué en début de semaine à Saint-Macaire par une rafale de mitraillettes tirée par un gendarme. 1 millier de personnes étaient venues au service religieux. Calme, silence et dignité, les recommandations de la municipalité de Saint-Macaire ont été entendues. La petite église de Pian-sur-Garonne, une commune toute proche où habite Michel Paris et ses parents, était trop exiguë pour contenir tous ceux qui avaient tenu à rendre un dernier hommage aux jeunes commerçants. Au cours de la messe, le curé du village n'a fait aucune allusion au drame. Les maires de Saint-Macaire et de Pian-sur-Garonne et le conseiller général du canton étaient présents à la cérémonie à laquelle n'assistait aucun représentant des autorités. À noter l'absence des gendarmes, la surveillance de la circulation était assurée par le personnel municipal. À Saint-Macaire, une partie des commerçants avaient fermé leurs boutiques pour cause de deuil le temps des obsèques. 2 gerbes ont été déposées à l'endroit où Michel Paris a trouvé la mort devant la gendarmerie, une par les amis de la victime et l'autre par les membres du site du Nati. Le premier acte de la tragédie s'est achevé ce matin. Saint-Macaire et Pian-sur-Garonne ont retrouvé leur visage habituel. La parole est maintenant à la justice qui devra faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame. Un congrès médical se tient actuellement à Paris avec comme thème l'andropause. Il s'agit de ce qu'on peut appeler en simplifiant la diminution, disons l'évolution de l'activité génitale chez l'homme à partir d'un certain âge, qui varie d'ailleurs selon les sujets considérés. Et Martine-Alain Regnault s'entretient avec le docteur Henri-Pierre Clotte, spécialiste des questions d'hormones. Comment peut-on définir l'andropause? Eh bien précisément, le mot andropause est un mot très mauvais et il faut peut-être l'abandonner parce que... Vous m'auriez dit ça il y a un instant, docteur, on aurait choisi un autre. Mais il n'y en a pas d'autre. Eh oui, il n'y en a pas d'autre.
Mais précisément, probablement faut-il l'abandonner parce qu'il n'y a pas de pause. Alors que chez la femme, il y a une pause, qui est une pause des règles, ménopause. Il faut d'ailleurs tout de suite dire que cet arrêt des règles n'entraîne aucune conséquence sur le plan de la sexualité féminine et que la femme reste tout aussi féminine et tout aussi capable de sexualité, même après sa ménopause. Mais enfin, il y a une ménopause, c'est un fait. Au contraire, chez l'homme, alors les travaux de cette journée ont montré qu'il n'y a pas de pause, ni de pause de la fabrication d'hormones mâles, la testostérone, qui reste tout en diminuant très légèrement entre 50 et 85 ans, mais qui reste tout de même très présente. Avec une baisse régulière. Une baisse, mais une baisse légère et très progressive, et qui est tout à fait compatible avec une activité sexuelle. Et le nombre de spermatozoïdes laisse un chiffre tout à fait compatible. Alors le nombre de spermatozoïdes baisse également, mais baisse très légèrement, et le nombre de personnes âgées sont de réels pères de famille. Et il ne faut pas toujours attribuer la paternité à un ami particulièrement près du foyer. Et il y a aussi une baisse, mais une baisse très légère et très progressive, de la réactivité sexuelle, ce qui demande alors peut-être une certaine coopération plus active de la partenaire. Mais alors, il y a néanmoins une baisse réelle de 50 à 80 ans de la puissance sexuelle, du nombre des rapports sexuels qui est constaté dans toutes les statistiques. Alors, à quoi peut-on l'attribuer? Alors, bien entendu, il y a une analogie tout de même, et alors c'était par provocation que je disais que ce terme était mauvais. Il est d'ailleurs mauvais, mais on n'en trouve pas d'autre. L'analogie, c'est qu'il y a une phase de l'existence, il y a une phase critique, il y a une situation existentielle à un certain moment qui fait que, pour des raisons psychologiques, psychosociales, affectives, professionnelles, chômage, retraite, etc., crainte d'être poussé dehors par des plus jeunes, la santé va moins bien, et y compris la santé sexuelle. Mais très souvent, la santé sexuelle suit les autres problèmes. Et aujourd'hui même, le docteur Jean Belaïch, qui est un bon spécialiste de ce problème, nous montrait des statistiques où chez des hommes en hospice, le taux de testostérone, c'est-à-dire d'hormones mâles dans le sang, est tout à fait effondré, alors que dans une même population, ou du moins dans une population comparable et d'âge égal, mais d'hommes qui sont en activité et dans la vie, le taux de testostérone reste très bon. Par conséquent, les phénomènes d'environnement et de genre de vie et de qualité de vie sont certainement plus importants que les phénomènes hormonaux endocriniens proprement dit. Il y a une grande crainte néanmoins. L'homme se demande toujours si, en vieillissant, en ayant des rapports un peu moins fréquents, il est bien normal, si la virilité n'est pas le signe de la normalité. C'est ça. Alors ça, c'est une crainte perpétuelle, et c'est souvent d'ailleurs la peur de baisser sur ce point-là qui amène une baisse, plus que les raisons physiologiques véritablement. Alors à cela, il faut répondre aux hommes. Il y a des tas de façons d'être normal. On peut être normal en continuant à avoir une activité sexuelle. On peut être normal en cessant d'avoir une activité sexuelle. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Il est un animal qui sublime. Il est un animal qui a une activité cérébrale et psychique. Et par conséquent, il n'y a pas de règles statistiques en la matière. Il doit accepter de vieillir, de bien vieillir. Bien sûr, il doit accepter de vieillir. Sans ça, il doit mourir s'il ne veut pas vieillir. Mais au cas où il y ait un ralentissement, docteur, y a-t-il une manière de se soigner? Y a-t-il intérêt à se soigner? Alors là, c'est précisément s'il y a demande, il faut répondre à cette demande. Et la réponse à cette demande peut être plurifactorielle, n'est pas nécessairement médicamenteuse, hormonale, mais peut tenir compte aussi de tous ces facteurs d'entourage et d'environnement dont nous parlions. Et s'il y a couple, il faut voir les deux éléments du couple. Et il y a des couples qui vieillissent très harmonieusement et d'autres au contraire en pleine disharmonie. Mais c'est un traitement global de la personnalité tout entière. Mais vous ne garantirez pas la jeunesse éternelle? Non, mais vous non plus. Merci, docteur. Vous vous rappelez le pépin sérieux survenu l'an passé aux installations nucléaires en Pennsylvanie, à Three Mile Island, une centrale de production d'électricité. Pour la première fois, une caméra de télévision a pénétré à l'intérieur de l'enceinte du réacteur. Un commentaire maintenant de Laurent Bromède. Sur ce document, nous découvrons que la haute radioactivité et les températures très élevées dégagées pendant l'accident du 28 mars 1979 ont brûlé les murs, tordu des câbles et même fait fondre des téléphones. Et puis il y a encore aujourd'hui cette eau radioactive que le caméraman ne pourra pas approcher au pied de l'escalier. Des milliers et des milliers de litres d'eau contaminée qu'il faudra retirer si l'on veut un jour réparer la centrale et la remettre en service. On parle de 1986.
L'accident dominé, la radioactivité confinée, l'intérieur de l'enceinte enfin montré au public plus d'1 an et demi après, il restera aux autorités américaines à chiffrer le coût réel du plus grave des incidents de l'histoire du nucléaire civil. L'un des pays les plus importants au monde, c'est le Japon, une population en constant accroissement, une puissance économique de plus en plus grande et qui fait peur. Qu'est-ce que le Japon en 1980? Qu'est-ce qui fait la force de son industrie? Et quel est le prix sur le plan psychologique, sur le plan social, que doit payer le Japon pour sa puissance économique? La réussite ne va-t-elle pas sans frustration sur le plan individuel, par exemple? Tels seront quelques-uns des thèmes qu'abordera Question de temps, l'émission de la rédaction d'Antenne 2, présentée après-demain lundi par Louis Berriot, avec un reportage entre autres de Philippe Rochaud et Jean-François Renaud. En somme, qu'est-ce que cela coûte de devenir un pays très riche? Lundi, 20h35. Football, les jeunes Français ont battu les jeunes Allemands au tournoi international de Monaco. Voici commenté par Jean-Paul Olivier les principaux moments de la rencontre. 5-0 score final, premier but français, passe de Ferreri sur Bravo. Et voici, but que nous allons revoir au ralenti. Nous allons voir aussi qu'il aura suffi de 20 minutes à l'équipe de France pour s'assurer un large succès face à la République fédérale allemande. La domination française est totale, les Allemands ne parviendront jamais à endiguer les combinaisons de leurs adversaires. Deuxième but, Paganelli, le Stéphanois, pour le Nîmois Pérez. 2-0. Troisième but, l'action part entre autres de Poulain, le Nantais, capitaine de l'équipe, et une nouvelle fois, Pérez va marquer. Nous sommes à la 17e minute, et cela dans un angle difficile. Quatrième but, 3 minutes plus tard. Les Allemands font bien pâle figure et c'est le Lensois Blanc qui prend de vitesse la défense de la République fédérale allemande. Cinquième but enfin. Paganelli va permettre une nouvelle fois à Pérez d'accentuer donc la marque. Score final 5-0, acquis à la 37e minute de jeu. La France est en tête de son groupe à l'issue de la deuxième journée devant l'Écosse. Il reste à souhaiter que lorsque ces jeunes joueurs français deviendront des seniors, ils seront aussi forts et ils auront conservé tout leur panache. C'est aujourd'hui qu'a commencé aux courses de Vincennes le grand meeting des trotteurs qui durera tout l'hiver. Les dirigeants de l'hippodrome inauguraient leurs nouvelles installations qui pourront recevoir de plus en plus de monde dans un cadre fonctionnel car le trot connaît une vogue qui s'accroît justement chaque année. La principale épreuve du jour, prix d'Honnel de Saint-Quentin, a été gagnée par Javaza. Le tiercé a lieu demain au galop en obstacle à Auteuil-en-Haye par terrain lourd dans une course réservée aux vieux chevaux. Le prix de notre confrère Paris Turf et Pierre Bresse vous présente ses favoris. Oui, mais avant de vous parler du tiercé, je voudrais vous rappeler que demain, au cours de la réunion, il y a une course importante. C'est le prix Maurice Gillois. C'est une sorte de championnat pour les chevaux de 4 ans sur le steeplechase. Alors revenons au tiercé maintenant. Dans le prix Prétentaine, il n'y aura que 14 chevaux au lieu de 15 comme prévu initialement parce que ce matin, le numéro 1, Dickling, a été déclaré forfait. Ces 14 chevaux donc devront parcourir 3600 mètres et sauter 11 obstacles de haie. C'est un parcours très rapide qui favorise surtout les vieux routiers d'Auteuil, comme par exemple Gargaron, que nous allons voir à l'entraînement, monté par Michel Chirol, son jockey, Kazakh beige, toque beige, qui sera l'un des favoris de ce tiercé. Alors Michel, est-ce que le travail du Gargaron vous a plu ce matin? Très très bien, il m'a fait beaucoup d'impression. C'est un cheval qui est, je pense, en très bonne condition et je pense que dimanche, ça va être le cheval à battre à mon avis. Il a l'air très sûr sur les obstacles. Très très sûr, aucun problème pour sauter. Il a déjà fait le steep. Il a fait le steep déjà. Vous voyez, bon, il est tombé dans le grand steep d'Anguin, mais enfin, c'est un coup malheureux. Vous voyez, ça arrive. Il est meilleur sur les haies? Je ne peux pas vous dire exactement si sur les haies il serait meilleur. Mais enfin, les conditions de course pour lui dimanche sont très favorables pour lui. Vous voyez, dans la grande course d'automne, il est quand même 5e. C'est une très bonne performance qu'il a fait. Hein. Quels seront les chevaux à battre dans la course? À mon avis, Prince Enfant. Prince Enfant est à battre. PDG. Et d'autres concurrents que... Et Gargaron en tête? Gargaron en tête, naturellement. Allez, tu peux y aller. Enfant possède une première chance. Après un passage à vide, il a retrouvé toute sa forme. Je lui oppose Gargaron tout de même, qui s'est très bien remis de sa récente chute à Anguien. PDG trouve ici un lot et un parcours tout à fait à sa portée.
Mindanao fera sa course de rentrée, mais cela ne devrait pas l'empêcher de prendre une place dans cette épreuve. Reyer est un cheval intéressant à suivre. Paribaina est une jument courageuse qui peut prendre une place. Et Séguré ainsi que Témir seront mes outsiders. Alors je vous rappelle leur numéro 3, 2, 7, 4, 9, 13, 10 et 8. En patinage sur glace, une très belle victoire, la première grande victoire internationale de Jean-Christophe Simon. Jean-Christophe Simon que voici à La Haye, réussissant un triple lutz de toute beauté et qui gagne réellement ses galons de grand patineur, battant l'Américain Coquerel et le Canadien Belland. Vous voyez, il a conservé son élégance, grand, beau garçon, sympa, patinant en mesure, mais il a gagné en technique. Élève d'André Calam, son beau-père ici en France, puis de Carlo Fassi de l'autre côté de l'Atlantique, Jean-Christophe Simon est un prétendant certain au titre de champion d'Europe et pourquoi pas au titre de champion du monde. Le temps pour demain, eh bien, le beau temps persistera des Pyrénées-Orientales aux régions méditerranéennes et aux Alpes. Sur le reste du pays, le temps restera médiocre mais doux. Les nuages seront abondants et souvent accompagnés de pluie. Les vents de sud-ouest seront assez forts, avec des rafales près de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Notre édition est terminée. Dernière édition vers 23h30. Demain, nous avons rendez-vous, si tel est votre choix, dès Antenne de midi. Bonsoir. Merci.